À la soirée d'inauguration où ma sœur a pris la tête de l'entreprise, elle m'a licenciée devant tout le monde. Je suis restée calme, dit à maman et papa, le conseil se réunit dans 3 heures. Le champagne dans mon verre avait déjà chauffé au contact de la chaleur de ma main lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Peut-être à cause de la façon dont Carline m'avait regardée toute la soirée, non pas dans les yeux, mais à travers moi, comme si j'étais transparente. Ou peut-être à cause de la façon dont mon père s'était soudainement détourné lorsque j'avais essayé de le féliciter pour son départ à la retraite. Le 23 novembre 2024, soirée d'inauguration du nouveau PDG de la société Ashford Industrial Solutions. Ma petite sœur, la salle de conférence au 5e étage était remplie de personnes que je connaissais depuis presque toute ma vie adulte. Martha, de la comptabilité, qui apportait toujours des biscuits faits maison aux fêtes d'entreprise. Thomas, du service production, qui racontait des anecdotes sur les chaînes de montage comme si c'était le sujet le plus passionnant au monde. Même la vieille Madame Crabtree, notre responsable administrative qui travaillait dans l'entreprise depuis 32 ans et se souvenait de l'époque où mon père avait ouvert son premier atelier. Ils tenaient tous leur verre, souriaient et applaudissaient. Carline se tenait sur une scène improvisée dans une robe bleue brillante d'un créateur dont je n'ai pas retenu le nom. Elle a toujours su s'habiller, elle a toujours su se mettre en valeur. Maman pleurait de bonheur quelque part sur le côté, un mouchoir sur les yeux. Papa se tenait à côté de Carline, la main posée sur son épaule, si fier qu'il semblait sur le point d'exploser de joie. Je me tenais près de la table des amuse-gueules, mon verre à la main, attendant le moment où je pourrais rentrer discrètement à la maison. Henri devait arriver dans une demi-heure, il avait été retenu par une réunion avec des fournisseurs. Tiens bon jusqu'à 21 heures. Stello, m'avait-il dit au téléphone 1 heure plus tôt. Je viendrai te chercher et nous irons dans ton restaurant italien préféré. Henri a toujours su comment me soutenir. En 4 ans de mariage, il a appris à lire mon humeur mieux que ma propre famille. Quand mon père a annoncé il y a un mois que Carline allait devenir PDG, Henri n'a pas dit c'est toi qui devrais avoir ce poste ou c'est injuste. Il m'a simplement prise dans ses bras dans la cuisine de notre maison et m'a murmuré tu es la meilleure dans ce que tu fais, et tu le sais. C'est tout ce qui compte. Mais à ce moment-là, debout dans cette salle de réception, je n'en étais pas si sûre. Carline a pris le micro, sa voix était claire, assurée, avec cette légère théâtralité qu'elle apportait toujours à tout ce qu'elle faisait. Je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui, a-t-elle commencé en souriant de son sourire parfait, qu'elle avait sans doute passé la moitié de son adolescence à perfectionner devant le miroir. C'est un jour incroyable, non seulement pour moi, mais aussi pour toute notre entreprise. Mon père, Bernard Graves, a créé Ashford Industrial Solutions à partir de rien il y a 38 ans. Il y a mis tout son cœur, tout son esprit, chaque minute de son temps. Et aujourd'hui, Bill me passe le relais. Applaudissements. Mon père a hoché la tête, le visage rayonnant. Ma mère a essuyé une autre larme. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent va-t-elle y arriver? A-t-elle suffisamment d'expérience? Carline a fait une pause, balayant la salle du regard. Ses yeux ont croisé les miens un instant et quelque chose dans son regard m'a fait serrer mon verre plus fort. Et je veux vous dire, je n'ai pas l'intention d'être une copie de mon père. Je vais diriger cette entreprise à ma manière, avec de nouvelles idées, de nouvelles décisions, de nouvelles personnes, de nouvelles personnes. Pour une raison quelconque, cette expression me donna des frissons dans le dos. Les premiers changements commencent aujourd'hui, continua Carline, et sa voix devint plus froide. Elle me regardait droit dans les yeux. L'entreprise doit aller de l'avant, cela signifie que nous avons besoin d'une équipe qui partage mes valeurs. Donc, Stello, j'ai senti tous les regards dans la salle se tourner vers moi. Tu es licencié, la sécurité va te raccompagner. Silence, un silence complet, absolu, qui semblait avoir absorbé tout l'oxygène de la pièce. Quelqu'un a laissé tomber un verre qui s'est brisé sur le sol, mais même ce bruit semblait lointain et irréel. J'ai regardé Carline, elle m'a regardé. Son visage était calme, presque indifférent. Elle me regardait de la même façon quand nous avions 18 et 14 ans et qu'elle avait dit à nos parents que c'était moi qui avais cassé le vase préféré de maman alors que c'était elle qui l'avait fait. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur battait régulièrement, calmement. Je ressentais une étrange distance, comme si tout cela n'arrivait pas à moi mais à quelqu'un d'autre. J'ai posé le verre sur la table, lentement, délicatement, puis j'ai sorti de ma poche mon badge d'invité. On m'avait confisqué mon badge professionnel à 6 heures du soir sous le prétexte ridicule de mise à jour du système de sécurité. Et je l'ai posé à côté du verre. Dis à maman et papa, ai-je dit doucement, mais de manière à ce que tout le monde m'entende, que le conseil d'administration se réunira dans 3 heures. Carline a tressailli. À peine, mais je l'ai vu. Mon père a fait un pas en avant, mais je me suis déjà retournée et me dirigeais vers la sortie. Tout le monde s'écarta devant moi. Martha, de la comptabilité, me regardait avec effroi et compassion. Thomas détourna le regard. Madame Crabtree s'essuya les yeux avec une serviette. Je suis sortie du bâtiment dans l'air froid de novembre et j'ai pris une profonde inspiration. Ma voiture était garée sur le parking, une Toyota blanche qui avait déjà 6 ans et qui avait besoin d'être repeinte, mais je remettais toujours cela à plus tard. Je me suis assise au volant, j'ai démarré le moteur et je suis rentrée chez moi. Notre maison se trouvait à 20 minutes du bureau, un petit bâtiment de 2 étages dans un quartier calme, avec un petit jardin que Henri avait aménagé l'été dernier. Je me suis garée dans l'allée, je suis sortie de la voiture et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que tout mon corps tremblait, pas de colère, pas de honte, juste d'adrénaline.
Je suis entrée dans la maison, j'ai enlevé mes chaussures, je suis montée au deuxième étage jusqu'à notre bureau, une petite pièce avec deux tables, des étagères et une grande fenêtre donnant sur le jardin. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à préparer les données. Mon histoire avec cette entreprise a commencé quand j'avais 23 ans. Je venais de terminer mes études de droit à l'université de Georgetown avec mention. On m'avait proposé un poste dans trois grands cabinets à Washington, mais mon père m'a appelé et m'a dit: Stella, nous avons besoin d'un avocat. Reviens à la maison, aide la famille. Je suis revenue. À l'époque, notre entreprise était 10 fois plus petite qu'aujourd'hui. Nous fabriquions des équipements industriels pour les petites entreprises alimentaires. Machines d'emballage, convoyeurs, systèmes de refroidissement. Mon père rêvait de se développer, mais pour cela, il fallait décrocher de gros contrats. Et pour décrocher de gros contrats, il fallait un service juridique professionnel. Je l'ai créé de toutes pièces. J'ai embauché 12 spécialistes. J'ai vérifié chacun d'entre eux personnellement, j'ai mené des entretiens d'1 heure et demie, j'ai étudié leur portfolio. Nous avons commencé à gagner des affaires complexes que mon père confiait auparavant à des avocats externes pour des sommes folles, des litiges en matière de brevets, des litiges contractuels avec des fournisseurs, des réclamations de clients, puis j'ai commencé à en faire plus. Je me rendais personnellement aux négociations avec les gros clients, non pas en tant qu'avocate, mais en tant que représentante de l'entreprise. Je savais quoi dire, je savais quand insister et quand céder. En 3 ans, nous avons attiré les trois plus gros clients de notre secteur, Midland Food Processing, Harvest Tech Solutions et Continental Packaging Group. Ensemble, ils rapportaient à l'entreprise environ 40% de ses bénéfices annuels, soit près de 8 millions de dollars par an. J'ai fait tout cela toute seule, enfin presque toute seule. Henri, en tant que directeur financier, m'aidait avec les chiffres, les analyses et les prévisions. Nous formions une équipe, à la maison et au travail. Caroline, quant à elle, travaillait au service marketing. Elle savait bien organiser des expositions, créer des campagnes publicitaires, gérer les pages de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Son service était composé de 4 personnes et leur budget était 3 fois moins important que le nôtre. Mais Carline a toujours su se mettre en valeur. Elle était toujours en première page des actualités de l'entreprise, toujours sur les photos avec mon père, toujours au centre de l'attention, et moi j'étais celle qui faisait tout le travail. Il y a 1 an, lorsque mon père a eu 62 ans, il a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite à 65 ans. J'ai besoin d'un successeur, a-t-il déclaré lors d'un dîner familial dans leur grande maison à la périphérie de la ville. Quelqu'un qui poursuivra l'œuvre. Tout le monde me regardait, Henri me serrait la main sous la table, maman souriait. Même Carline semblait calme, presque indifférente, elle tournait son verre de vin entre ses mains et regardait quelque part par la fenêtre. J'ai pris ma décision, a déclaré mon père. Carline sera la nouvelle PDG, je me souviens avoir entendu Henri inspirer brusquement. J'ai vu maman cligner des yeux, perplexe. J'ai vu Carline tourner la tête et me regarder pour la première fois de la soirée, le regard triomphant. Stello, a poursuivi mon père en me regardant, tu es une excellente avocate, tu fais un travail inestimable pour l'entreprise. Mais Carline a besoin d'une chance de faire ses preuves. Elle est plus jeune, elle a besoin d'acquérir de l'expérience en matière de gestion. Et tu pourras toujours la soutenir en tant que responsable du service juridique. Je n'ai rien dit à ce moment-là. J'ai simplement hoché la tête, souri et levé mon verre à Carline. À la maison, je n'ai pas pleuré. Henri m'a prise dans ses bras dans la cuisine et nous sommes restés là en silence jusqu'à minuit. Il veut juste lui donner sa chance, a murmuré Henri. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'apprécie pas. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas d'une chance. Il s'agissait du fait que Carline avait toujours été la préférée. Elle avait toujours obtenu ce qu'elle voulait, toujours. Henri est arrivé à 20 heures. Il a fait irruption dans le bureau, le visage rouge de colère. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang s'est-il exclamé avant même d'avoir eu le temps d'enlever son manteau. Thomas vient de m'appeler pour me dire que Carline t'avait licencié pendant la soirée. Devant tout le monde, c'est complètement fou. Je sais, répondis-je calmement sans quitter l'écran de mon ordinateur portable des yeux. Stella, dit Henri en s'asseyant sur le bord de mon bureau, nous pouvons la poursuivre en justice, pour licenciement abusif, pour humiliation publique, pour n'importe quoi. Je vais appeler un avocat tout de suite et... Henri, dis-je en levant la tête pour le regarder, le conseil d'administration se réunira dans 1 heure. Il se figea. Quoi? J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration, ils seront au bureau à 22 heures. Comment as-tu... Henri me regarda avec stupéfaction. Stello, tu n'as même pas le pouvoir de convoquer le conseil. Nolan Rich, là, répondis-je, c'est l'associé le plus ancien de la société. Il travaille avec papa depuis 1996 et il a signé la demande de réunion il y a une demi-heure quand je lui ai envoyé les documents. Je tendis mon ordinateur portable à Henri. L'écran affichait un email de Nolan Rich intitulé Réunion extraordinaire du conseil d'administration le 23 novembre à 22 heures. Quel document demanda Henri à voix basse. Je lui montrai le dossier. Il ouvrit le premier fichier, puis le deuxième, puis le troisième. Henri resta silencieux pendant une longue minute. Puis il se leva, m'enlaça et m'embrassa sur le front. Je viens avec toi, dit-il. Henri, tu risques aussi d'être licencié. Peu m'importe, tu es ma femme et je serai à tes côtés. Je souris. Pour la première fois de la soirée, nous sommes arrivés au bureau à 9h45. Le bâtiment était presque vide, à l'exception du gardien dans le hall et de quelques femmes de ménage aux étages inférieurs.
L'ascenseur nous a emmenés au sixième étage où se trouvait la grande salle de conférence pour les réunions du conseil d'administration. Henri me tenait la main, je sentais ses doigts trembler. Il était beaucoup plus nerveux que moi. J'étais calme, d'un calme glacial, comme lors des négociations les plus difficiles, quand on sait qu'on a des atouts que l'adversaire ne voit pas. La porte de la salle de conférence était ouverte. 5 membres du conseil d'administration étaient déjà assis à l'intérieur. Nolan Rich, 58 ans, les cheveux gris, les yeux bruns intelligents et une pipe éternelle dans la poche de sa veste qu'il ne fumait jamais, mais qu'il portait toujours comme un talisman. Il était le plus ancien associé de la société, travaillant avec son père depuis le tout début, lorsque Ashford Industrial Solutions n'était qu'un petit atelier dans un garage loué. Esther Conklin, 62 ans, ancienne directrice financière d'une grande entreprise, désormais consultante indépendante. Dure, directe, elle ne supportait pas les manipulations. David Short, 45 ans, ingénieur de formation, détenteur de plusieurs brevets dans le domaine des équipements industriels. Calme mais très perspicace. Rebecca Turner, 51 ans, spécialiste en gouvernance d'entreprise, a toujours fait passer les intérêts de l'entreprise avant ses sympathies personnelles. Et Marlon Case, 39 ans, le plus jeune membre du conseil, un investisseur en capital risque qui avait investi dans l'entreprise 5 ans auparavant et avait depuis suivi sa croissance. Ils me regardaient tous lorsque je suis entrée. Nolan était assis à la place d'honneur, les bras croisés sur la poitrine. Son visage était neutre, mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt. Stello, dit-il lentement, tu ferais mieux d'avoir de bonnes raisons de nous convoquer à 10 heures du soir. J'ai posé mon sac sur la table, sorti mon ordinateur portable et l'ai ouvert. Je l'ai connecté au projecteur. La première page de la présentation apparut sur le grand écran derrière moi. Oui, j'ai de bonnes raisons, répondis-je en regardant Nolan droit dans les yeux. Et après avoir vu cela, le conseil d'administration aura de sérieuses questions à poser au nouveau PDG. Nolan se pencha en avant. Esther a haussé un sourcil. David a sorti son bloc-notes. Rebecca a croisé les bras. Marlon s'est contenté de regarder l'écran. Alors commençons, a dit Nolan. Je leur ai montré ce que j'avais. Des faits purs et incontestables sur ce que j'avais apporté à cette entreprise. Au cours des 7 dernières années, ai-je commencé en regardant chaque membre du conseil à tour de rôle. Le service juridique sous ma direction a conclu des contrats pour un montant total de 83 millions de dollars. Il ne s'agit pas de factures d'avocats pour leurs services, mais de contrats réels avec des clients que j'ai personnellement menés de la première rencontre à la signature. Midland Food Processing, 28 millions en 5 ans. Harvest Tech Solutions, 31 millions en 4 ans. Continental Packaging Group, 24 millions en 3 ans. Je passais à la diapositive suivante. Le graphique de la croissance des bénéfices de l'entreprise est apparu à l'écran. Ce pic en 2020, ai-je indiqué en montrant la ligne qui montait en flèche, c'est Midland, et celui-ci en 2022, c'est Harvest Tech. Sans ces contrats, l'entreprise aurait connu une croissance de 15% pendant cette période. Avec eux, nous avons augmenté de 53%. Nolan Rich a acquiescé, Esther Conklin prenait des notes, David Short regardait attentivement le graphique, vérifiant probablement les chiffres dans sa tête. De plus, poursuivis-je, le service juridique a remporté 19 procès au cours de ces 7 années. Des litiges en matière de brevets, des différends contractuels, des réclamations de clients. Le montant total des pertes potentielles que nous avons évitées grâce à ces victoires s'élève à environ 30 millions de dollars. Je passais à la diapositive suivante. Liste des affaires avec les dates, les montants, les résultats. Et enfin, ai-je ajouté après une pause, mon département compte 12 spécialistes hautement qualifiés. Je les ai tous recrutés personnellement. Je les ai tous formés. Je les rémunère tous avec des salaires élevés et des perspectives d'évolution. Savez-vous combien de fois nos concurrents ont essayé de les débaucher? Combien? Demanda Marlon Case en se penchant en avant. 38 fois au cours des 3 dernières années. Les offres provenaient de Blackwell Industries, Cornerstone Manufacturing, Apex Industrial Group et d'une demi-douzaine d'autres entreprises. Les salaires sont de 20 à 30% plus élevés, mais mes employés restent car ils travaillent avec moi. Je regardais Nolan droit dans les yeux. Si je pars, ils me suivront, pas dans la rue, chez nos concurrents. Et vous perdrez non seulement mon expérience et mes contacts, mais aussi tout le service juridique que j'ai mis 7 ans à construire. Silence. Rebecca Turner échangea un regard avec Esther. David tapota son bloc-notes avec son crayon. Marlon sourit, à peine perceptiblement, mais je le remarquai. Nolan Rich se cala dans son fauteuil et sortit sa pipe de sa poche. Il le fit tourner entre ses doigts en me regardant. Stello, dit-il lentement, ces chiffres sont impressionnants, mais la question n'est pas de savoir si tu es précieuse pour l'entreprise, la question est de savoir pourquoi Carline a décidé de te licencier. Elle doit avoir une raison. Elle a une raison, répondis-je, une raison personnelle. Ma sœur a toujours voulu être au centre de l'attention, elle a toujours voulu que tout le monde voie ses succès, ses réalisations, et moi j'ai toujours été l'ombre qui faisait le vrai travail. Et maintenant qu'elle a enfin obtenu le poste de PDG, elle a décidé de se débarrasser de moi, car elle craint que le conseil d'administration ne remette en question ses compétences en comparant nos résultats. C'est une accusation grave, intervint Esther Conklin. C'est la vérité, répondis-je. Et si le conseil d'administration veut s'en assurer, il suffit de regarder les résultats du département marketing au cours des 3 dernières années. Regardez combien de contrats réels Carline a conclus, combien de clients réels sont venus grâce à son travail, et puis comparez cela avec ce qu'a fait le département juridique.
Nolan regarda Henri qui était assis à côté de moi. Henri, vous êtes directeur financier, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Henri se redressa. Il restait calme, mais je voyais ses épaules tendues. Stella dit vrai, dit-il. Le service juridique rapporte le plus de bénéfices à l'entreprise parmi tous les services, si l'on compte les contrats conclus. Le service marketing est important pour l'image de l'entreprise, mais son impact direct sur les bénéfices est moindre. Merci Henri, dit Nolan en hochant la tête. Il regarda les autres membres du conseil. Qui est en faveur de bloquer le licenciement de Stella jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées? Les 5 membres levèrent la main. À l'unanimité, constata Nolan, Stella, vous conservez votre poste, Carline doit justifier sa décision dans les 48 heures. Si celle-ci n'est pas satisfaisante, le conseil réexaminera ses pouvoirs en tant que PDG. J'acquiesçai, essayant de ne pas montrer le soulagement qui m'envahissait. Merci, dis-je doucement. Ne me remercie pas, répondit Nolan. Fais simplement ton travail et reste à l'écart des drames familiaux sur le lieu de travail. Henri et moi avons quitté le bâtiment vers minuit. L'air était froid, le ciel dégagé, les étoiles brillantes. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti tout mon corps trembler sous l'effet de l'adrénaline qui redescendait. Tu as été incroyable, a dit Henri en me prenant par les épaules. Sérieusement, Stella, je ne t'ai jamais vue aussi forte. J'ai juste dit la vérité, ai-je répondu. Tu as fait plus que ça. Tu leur as montré qui en réalité fait tourner cette entreprise. Le lendemain a commencé par un appel téléphonique de ma mère à 8 heures du matin. Stello, a-t-elle dit d'une voix tendue, presque hystérique, qu'as-tu fait? Caroline n'a pas dormi de la nuit. Elle a pleuré, elle dit que tu as ruiné son premier jour en tant que PDG. J'étais assise dans la cuisine, une tasse de café à la main, regardant le soleil matinal par la fenêtre. Maman, dis-je calmement, Caroline m'a licenciée en public, sans raison, sans avertissement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Partir comme ça? Mais tu sais combien ce poste compte pour elle? Elle a travaillé si dur pour l'obtenir. Elle a travaillé 3 ans, maman. Moi, 7, et j'ai mérité ma place dans cette entreprise. Elle l'a obtenu simplement parce que papa l'aime plus. Maman a inspiré brusquement. Comment peux-tu dire ça? Ton père vous aime toutes les deux de la même façon. Non, maman, ce n'est pas vrai. Elle est restée silencieuse pendant une longue minute. Je l'entendais pleurer à l'autre bout du fil. Viens ce soir, a-t-elle fini par dire. Nous devons parler en famille. D'accord, ai-je accepté. Je viendrai. J'ai raccroché et enfoui mon visage dans mes mains. Henri est descendu, m'a vu et s'est approché pour m'enlacer par derrière. C'était ta mère? M'a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ils veulent une discussion de famille. Tu veux que je vienne avec toi? Non, répondis-je en le regardant par-dessus mon épaule. Il faut que ce soit juste la famille. Mais merci. Il m'embrassa sur la tempe et alla préparer le petit déjeuner. Je restais assise, regardant par la fenêtre et réfléchissant à ce que j'allais dire à mes parents. L'ambiance était tendue au bureau. Quand je suis arrivée à 9 heures du matin, tous les employés me regardaient. Certains avec curiosité, d'autres avec sympathie, d'autres encore avec crainte. Martha de la comptabilité m'a abordée dans le couloir et m'a chuchoté. Stello, je suis tellement contente que tu sois revenue. Hier soir, tout le monde ne parlait que de ça. La plupart des gens sont de ton côté. Merci Martha, ai-je répondu en souriant, mais tout le monde n'était pas de mon côté. Vers 11 heures, j'ai vu Carline arpenter les couloirs, entrer dans les bureaux et parler à voix basse avec les gens. Son visage était pâle, ses yeux rouges, mais elle se tenait droite et parlait avec assurance. Elle rassemblait des alliés. À 2 heures de l'après-midi, elle a convoqué une réunion des chefs de service. Henri était là en tant que directeur financier, moi en tant que chef du service juridique. Carline était assise à la place d'honneur, les bras croisés sur la table et regardait tout le monde d'un air froid. Je tiens à clarifier la situation, commença-t-elle. Hier soir, une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée par ma sœur. Stella a présenté au conseil des informations qui, selon elle, justifiaient sa position. Le conseil a décidé de bloquer ma décision de la licencier jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. Je respecte la décision du conseil, mais je veux que vous sachiez tous que je ne vais pas reculer. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Stella pense qu'elle peut manipuler les chiffres pour paraître meilleure que moi. Elle pense qu'elle peut faire chanter le conseil en le menaçant de voir son département la suivre, mais la vérité, c'est qu'elle ne peut tout simplement pas accepter le fait que c'est moi qui dirige désormais, que l'entreprise change, qu'elle doit soit s'adapter, soit partir. Silence. Carline, dis-je doucement, je n'ai pas manipulé les chiffres. J'ai simplement présenté les faits au conseil. Si ces faits ne te conviennent pas, peut-être que le problème ne vient pas des faits. Le problème, répondit Carline en élevant la voix, c'est que tu ne sais pas travailler en équipe, tu n'as toujours pensé qu'à toi, à tes réalisations, à ta carrière, et une équipe, c'est plus qu'une seule personne. L'équipe que j'ai constituée rapporte 40% des bénéfices à l'entreprise, répondis-je. Et ton équipe? Carline se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Cette réunion est terminée, dit-elle entre ses dents avant de quitter la pièce. Le soir, je suis allée chez mes parents. Leur maison se trouvait à la périphérie de la ville. Une grande bâtisse à 2 étages avec des colonnes blanches, un grand jardin et une piscine que mon père avait construite 10 ans auparavant et que personne n'avait jamais utilisée. Je me suis garée dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie de la voiture. Ma mère a ouvert la porte avant même que j'aie eu le temps de frapper. Elle m'a serrée dans ses bras, longuement, et j'ai senti son corps trembler. Merci d'être venue, a-t-elle murmuré. Bien sûr, maman. Nous sommes entrés dans le salon où mon père et Carline étaient déjà assis. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés sur la poitrine. Son visage était sévère, mais je voyais la fatigue dans ses yeux.
Carline était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. Assieds-toi, Stello, dit mon père. Je m'assis dans un fauteuil en face du canapé. Ma mère s'assit à côté de Carline, posant sa main sur son épaule. Tu sais pourquoi nous t'avons appelé, continua mon père. Hier, tu as fait un cirque au conseil d'administration. Tu as attaqué publiquement ta sœur, tu as mis en péril sa réputation et sa position de PDG. Je défendais mon travail, répondis-je calmement. Carline m'a licencié sans raison, en public, m'humiliant devant tous les employés. Que devais-je faire? Tu devais venir nous voir, dit mon père, pour nous parler comme à ta famille, et non pour courir vers le conseil d'administration avec tes griefs. Quand tu as annoncé que Carline devenait PDG, je suis venu te voir, ai-je répondu. J'ai dit que je ne comprenais pas cette décision, que j'avais travaillé pendant 7 ans, que mes résultats étaient meilleurs, et tu m'as dit que Carline avait besoin d'une chance, que je devais la soutenir, et je l'ai soutenue. Je ne me suis pas plainte, je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement continué à faire mon travail, et elle m'a licenciée pour cela dès le premier jour. Je ne t'ai pas licencié à cause de ton travail, intervint Carline en levant enfin les yeux. Sa voix était calme mais froide. Je t'ai licencié parce que tu ne sais pas respecter l'autorité d'autrui, parce que tu penses que tu étais la plus intelligente, la meilleure, la plus importante, parce que tu ne peux pas accepter que ce soit moi qui dirige maintenant. Je peux l'accepter, répondis-je, si tu sais vraiment diriger. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est que tu as licencié les employés les plus précieux de l'entreprise parce qu'ils te rappellent ton incapacité. Carline posa brusquement sa tasse sur la table. Tu vois, dit-elle à mon père. Tu vois comment elle me parle? Elle ne me respecte pas, elle ne m'a jamais respectée. Carline, commença mon père, mais je l'interrompis. Papa, sois honnête avec moi, pourquoi as-tu nommé Carline PDG? Est-ce vraiment parce qu'elle le mérite ou simplement parce que c'est ta préférée? Mon père resta figé. Ma mère poussa un cri. Carline me regardait avec haine. Comment oses-tu? Murmura mon père. J'ose car c'est la vérité, répondis-je. Tu l'as toujours plus aimée, tu lui as toujours pardonné ses erreurs. Tu lui as toujours donné plus d'opportunités, et moi, j'ai toujours été celle dont tu attendais simplement des résultats. Sans éloge, sans reconnaissance, juste des résultats. Mon père s'est approché de moi et m'a regardé de haut, son visage était rouge de colère. Sors de ma maison, dit-il doucement. Papa tenta d'intervenir ma mère, mais il leva la main. Sors, tout de suite. Je me levai, pris mon sac et le regardai une dernière fois. Je vais partir, dis-je. Mais souviens-toi, quand Carline détruira l'entreprise que tu as bâtie pendant 38 ans, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Je suis sortie sans me retourner, je suis montée dans la voiture et je suis partie. Ce n'est qu'à mi-chemin de la maison que je me suis arrêtée sur le bord de la route et que j'ai fondu en larmes. Pas à cause de la douleur, pas à cause de la colère. Mais simplement de fatigue. Henri m'attendait à la maison, il m'a prise dans ses bras et je me suis endormie dans ses bras sur le canapé sans me déshabiller. Le lendemain matin, une surprise m'attendait. À 8 heures, on a sonné à la porte. Henri a ouvert la porte et a trouvé sur le seuil un homme d'environ 35 ans, mince, portant des lunettes et l'air nerveux. Je l'ai immédiatement reconnu, c'était Gavin Mowgli, l'analyste financier principal de l'entreprise. Stello, a-t-il dit à peine entré dans la maison, j'ai besoin de te parler, c'est important. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, Henri a préparé du café. Gavin tenait une tasse dans ses mains, mais ne buvait pas. Il la regardait simplement, comme s'il y cherchait une réponse. Je ne peux plus continuer comme ça, a-t-il fini par dire. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger. Je pensais que c'était juste du travail, que je ne faisais qu'exécuter des ordres, mais quand elle t'a licencié, j'ai compris que tout était hors de contrôle. Gavin, dis-je doucement, de quoi parles-tu? Il me regarda, il y avait de la peur dans ses yeux. J'ai signé des paiements fictifs pour Carline au cours des 8 derniers mois. Elle m'a dit que c'était une optimisation fiscale légale, que ton père était au courant, que c'était une pratique courante et je l'ai cru parce qu'elle est PDG, parce qu'elle est la fille du fondateur, parce que je pensais qu'elle savait ce qu'elle faisait. J'ai senti mon sang se glacer. Quel paiement? À la société de conseil Meridian Advisory Group et à plusieurs autres entreprises. Au total, il fit une pause, au total environ 2 millions de dollars en 8 mois. Henri a brusquement perdu son souffle. 2 millions. Je ne savais pas, a rapidement répondu Gavin. Je jure que je ne savais pas qu'il s'agissait d'un détournement de fonds. Je ne l'ai compris qu'il y a un mois, lorsque j'ai commencé à vérifier les documents et que j'ai vu que Meridian était une société écran, enregistrée offshore, sans activité réelle, sans bureau. Quand j'ai essayé de parler à Carline, elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, elle me dénoncerait comme seule responsable, que tous les documents étaient signés par moi, qu'elle dirait que j'avais agi à son insu. Et tu l'as cru? Ai-je demandé. J'ai eu peur, a murmuré Gavin. J'ai une femme, 2 enfants, un crédit immobilier. Si on m'accusait de détournement de fonds, je perdrais tout. Alors je me suis tue, mais quand elle t'a licencié, quand j'ai vu qu'elle était prête à détruire quelqu'un qui, en réalité, maintenait l'entreprise à flot, j'ai compris que je pouvais être le prochain. Et j'ai décidé, mieux vaut que je la dénonce moi-même plutôt que d'attendre qu'elle me vire. Je l'ai regardée longuement. Henri était assis à côté de moi, serrant ma main. Tu as des preuves? Ai-je finalement demandé. Gavin a sorti une clé USB de sa poche et l'a posée sur la table. Tous les ordres de paiement sont là, tous les documents justificatifs, toute la correspondance avec Carline, j'ai tout copié au cours des 3 dernières semaines. J'ai pris la clé USB, elle était lourde, plus lourde que tout ce que j'avais tenu dans mes mains auparavant. Pourquoi me l'as-tu apportée à moi plutôt qu'au conseil d'administration? Parce que tu es la seule en qui j'ai confiance, répondit Gavin. Et parce que je sais que tu ne l'utiliseras pas contre moi, tu l'utiliseras contre elle. Après le départ de Gavin, Henri et moi sommes restés assis.
Stella, dit Henri doucement, tu comprends ce que cela signifie? J'acquiesçai. Cela signifie que je peux en finir avec elle, pour toujours. Mais, mais, dis-je en le regardant, c'est ma sœur, et si je fais cela, je ne perdrai pas seulement elle, je perdrai mes parents, je perdrai toute ma famille. Henri me prit la main. Ce n'est pas ta faute, c'est elle qui a fait ce choix. Je sais, murmurai-je. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Nous avons ouvert la clé USB sur l'ordinateur portable d'Henri. Il y avait une centaine de fichiers, des ordres de paiement, des contrats, de la correspondance. Henri a commencé à les analyser, à créer des tableaux, à vérifier les chiffres, à rechercher les incohérences. Au bout de 3 heures, il s'est adossé à sa chaise et a retiré ses lunettes. C'est tout simplement incroyable, a-t-il dit. Elle a mis en place tout un système. Meridian Advisory Group recevait de l'argent pour des services de conseil prétendument fournis. Ensuite, l'argent était transféré sur les comptes de 3 autres sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux. Et à partir de là, il m'a regardé. À partir de là, les traces disparaissent. Mais je peux deviner où ils vont. Où? Sur des comptes personnels, les siens ou ceux de quelqu'un qui travaille avec elle. C'est un système classique de blanchiment d'argent. Je regardais l'écran, les chiffres, les graphiques, les tableaux, tout était là, toutes les preuves. Tout ce dont le conseil d'administration avait besoin pour licencier Carline, pour la traduire en justice, pour détruire sa vie. Que vas-tu faire demanda Henri. C'était une très bonne question. J'ai pris ma décision le troisième jour, quand je suis arrivé au bureau et que j'ai vu que mon ordinateur était allumé. Je l'éteignais toujours le soir, sans exception. C'était une habitude prise au fil des années, passée à travailler avec des documents confidentiels. Je me suis arrêtée à la porte de mon bureau, regardant l'écran qui brillait d'une lumière bleue dans la pénombre matinale. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne suis pas entrée, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Henri. Quelqu'un est entré dans mon bureau, lui ai-je dit doucement lorsqu'il a décroché. Quand? Cette nuit, l'ordinateur est allumé, je l'avais éteint. Sors de là tout de suite. Mais je ne suis pas sortie, je suis entrée, je me suis approchée du bureau et j'ai regardé l'écran. L'ordinateur était sur le bureau principal, aucun programme n'était ouvert. Mais quand j'ai vérifié l'historique d'accès aux fichiers, j'ai vu que quelqu'un avait ouvert le dossier contenant les documents de Gavin à 3 heures du matin. Il avait essayé de les copier sur une clé USB, mais s'était heurté au mot de passe. J'étais arrivée à temps. Hier soir, après ma conversation avec Henri, j'avais transféré tous les fichiers sur un disque dur externe qui se trouvait désormais dans le coffre-fort à la maison. Il ne restait sur l'ordinateur de travail que des dossiers vides aux noms qui ne signifiaient rien. Mais le fait même qu'il y ait tué Fraction signifiait une chose. Carline savait que je fouillais quelque chose et elle avait agi. Peu après, Gavin est venu me voir, l'air encore plus mal en point qu'avant-hier, le visage gris, les yeux cernés. Quelqu'un a essayé de s'introduire chez moi la nuit dernière, m'a-t-il dit sans me saluer. L'alarme s'est déclenchée, ils se sont enfuis. La police dit que ce sont peut-être de simples cambrioleurs, mais je sais que ce n'est pas le cas. C'est Carline, dis-je doucement. Je sais. Gavin s'assit sur une chaise en face de mon bureau. Stello, peut-être qu'on devrait simplement tout signaler à la police, qu'il s'en occupe. La police mènera l'enquête pendant des mois, et pendant ces mois, Carline détruira toutes les preuves que nous n'avons pas eu le temps de rassembler. Non, nous allons nous adresser au conseil d'administration, ils ont le pouvoir d'agir rapidement. Gavin acquiesça, mais je voyais la peur dans ses yeux. Sois prudent, lui dis-je, ne reste pas seul, garde ta famille près de toi. Après son départ, je fermai la porte du bureau et appelai Henri. Il faut se dépêcher, lui dis-je, Carline est au courant, et elle n'abandonnera pas. Pendant les 3 jours suivants, Henri et moi avons travaillé 18 heures par jour. À la maison, pas au bureau, car c'était dangereux. Henri apportait les rapports financiers, je vérifiais les documents juridiques, nous établissions la chronologie des événements, construisions des schémas de transactions, recherchions des liens entre les sociétés écrans. Et nous avons trouvé. Meridian Advisory Group était enregistré au nom de Jenny Cross, 32 ans, officiellement consultante indépendante. Mais quand Henri a creusé plus loin, il s'est avéré que Jenny Cross était le nom de jeune fille de Jenny Rooms, qui avait étudié avec Carline à l'université et était sa meilleure amie depuis 10 ans. Elles passaient leurs vacances ensemble, allaient à des fêtes ensemble, et il y avait des dizaines de photos d'elles ensemble sur les réseaux sociaux. L'argent retiré de la société via Meridian était en partie transféré sur les comptes de 2 autres sociétés écrans et en partie directement sur le compte personnel de Jenny. De là, grâce à un système complexe de virement, il était transféré sur un compte offshore dont il était impossible de déterminer le titulaire sans décision de justice. Mais j'étais prête à parier que la propriétaire était Carline. 2 millions en 8 mois, répéta Henri en regardant le tableau final. C'est une peine sévère, 15 à 20 ans si le tribunal la reconnaît coupable. Si, dis-je doucement. Stello, il y a suffisamment de preuves. Plus qu'il n'en faut. Je savais qu'il avait raison, mais une partie de moi doutait encore. La partie qui se souvenait de Carline, âgée de 9 ans, tremblant de peur après un cauchemar et venant dormir dans ma chambre. Fais des copies de tout, dis-je. 3 jeux, un pour nous, un pour le conseil, un pour l'avocat, au cas où quelque chose tournerait mal. Le 5e jour, Travis Lancaster, l'un des avocats de mon service, frappa à la porte de mon bureau et posa ma lettre de démission sur la table. Âgé de 29 ans, intelligent et prometteur, il travaillait avec moi depuis 3 ans et était l'un des meilleurs. Travis, que s'est-il passé demandai-je en regardant la déclaration. Il ne répondit pas, les yeux fixés sur le sol. Travis, répétai-je d'un ton plus ferme, regarde-moi. Il leva les yeux, il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la honte. Carline m'a proposé un poste, dit-il enfin.
adjoint au directeur du service juridique. Une augmentation de salaire de 40%. Mais en échange, elle voulait que je lui dise ce que tu faisais, avec qui tu te rencontres, quels documents tu consultes. Je sentis ma mâchoire se crisper. Et qu'as-tu répondu? J'ai refusé, dit rapidement Trévis. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de t'espionner, que tu étais le meilleur patron avec lequel j'avais jamais travaillé et que je ne te trahirais pour rien au monde. Mais maintenant, il s'interrompit. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur qu'elle me licencie, ou pire. Pire, elle a laissé entendre qu'elle pourrait trouver des erreurs dans mon travail, qu'elle pourrait remettre en question ma compétence. Stello, je ne peux pas perdre ce travail. J'ai un crédit immobilier, une fiancée, un mariage dans 3 mois. Je me levai, contourner la table et poser ma main sur son épaule. Trévis, ne démissionne pas. Donne-moi encore une semaine. Une semaine et tout changera. Tu en es sûr? Je te le promets. Il me regarda, puis prit la lettre de démission sur la table et la glissa dans sa poche. Une semaine, dit-il. Pendant ce temps, Carline ne restait pas les bras croisés. Le 6e jour, elle convoqua une réunion d'urgence du comité exécutif, un cercle restreint de cadres supérieurs dont faisaient en partie Henri, moi-même et 4 autres chefs de service. Mon père était également présent, bien qu'il ait officiellement pris sa retraite. Carline était assise à la place d'honneur, un dossier rempli de documents devant elle. Son visage était calme, mais je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont elle serrait son stylo. Je vous ai convoqué pour discuter de l'ambiance de travail dans l'entreprise, a-t-elle commencé. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai constaté une grave détérioration. Conflits entre les départements, baisse de productivité. Les employés se plaignent du stress et d'un environnement de travail inconfortable. Et la source de ces problèmes, à mon avis, est évidente. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Stella refuse d'accepter la nouvelle direction. Elle sape mon autorité, répand des rumeurs, monte les employés contre moi. J'ai reçu plusieurs plaintes confidentielles de personnes qui affirment que Stella crée un environnement toxique au sein du service juridique. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu calmement. J'ai des témoignages écrits, a répondu Carline en tapotant le dossier du bout du doigt. De qui? Des sources confidentielles. Je ne peux pas les divulguer. Alors ce ne sont pas des témoignages, intervint Henri, ce sont des accusations anonymes qui n'ont aucune valeur juridique. Carline se tourna brusquement vers lui. Henri, tu n'es pas objectif dans cette affaire. Stella est ta femme, bien sûr que tu vas la défendre. Je défends les faits, répondit froidement Henri. Et le fait est qu'en 2 semaines sous ta direction, l'entreprise a perdu 2 contrats clés, 3 employés ont démissionné et le conseil d'administration a bloqué ta décision de licencier Stella. Peut-être que le problème ne vient pas d'elle. Le père, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva. Ça suffit, dit-il. Henri, tu dépasses les bornes. Carline est PDG et tu dois respecter sa position. Je respecte sa position, répondit Henri, mais pas son incompétence. Un silence s'installa. Carline serra la poignée si fort qu'elle se brisa. Mon père regardait Henri avec une telle haine que j'en fus effrayée. Tu es renvoyé, dit-il calmement. Prends tes affaires et pars. Papa, commençai-je, mais Henri posa sa main sur la mienne. Ne fais pas ça, murmura-t-il. Puis il se leva, regarda mon père et ajouta d'une voix plus forte: Je vais partir, mais vous regretterez cette décision tous les deux. Il sortit. Je restai assise, sentant la colère monter en moi. Carline me regardait d'un air triomphant. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas la hiérarchie, a-t-elle dit. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je l'ai regardé une dernière fois. J'espère que tu es prête à en assumer les conséquences, Carline, parce qu'elles vont arriver. À la maison, Henri était étonnamment calme. Il était assis sur le canapé avec son ordinateur portable, continuant à travailler sur son rapport final. Tu as mal lui ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui. Oui, j'ai mal, a-t-il répondu, mais je savais que cela arriverait, tôt ou tard. Ton père ne m'aurait jamais pardonné ce que j'ai dit, mais c'était la vérité, et je ne regrette rien. Je l'ai embrassé. Merci, ai-je murmuré, pour tout. Ce soir-là, nous avons terminé le rapport. 120 pages de preuves, de chiffres, de schémas, de chronologie des événements. Tout ce dont le conseil d'administration avait besoin pour prendre une décision. J'ai envoyé un email à Nolan Rich pour demander une réunion d'urgence. Il a répondu 20 minutes plus tard, après-demain à 9 heures. Pour la 2e fois en 2 semaines, Carline recevra un message demain matin. Elle comprendra que c'est la fin, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée, je regardais le plafond en pensant à ce qui allait se passer. Carline ira en prison, mes parents ne me pardonneront jamais. Ma famille va se déchirer, mais l'entreprise survivra. Les personnes qui ont consacré leur vie à ce travail ne perdront pas tout à cause de la cupidité d'un seul homme. Le matin, je me suis levée, j'ai enfilé un tailleur strict, j'ai pris le dossier contenant le rapport et je suis partie au bureau. Henri est resté à la maison, il n'avait plus le droit d'entrer dans le bâtiment. Je me suis garée, je suis sortie de la voiture et je suis restée debout, à regarder la façade familière du bâtiment où j'avais passé les 7 dernières années de ma vie. C'est maintenant ou jamais, ai-je pensé. Je me suis dirigée vers l'entrée, serrant le dossier si fort que mes doigts en étaient douloureux. La réunion du conseil a commencé à 9 heures pile. Je suis entrée dans la salle de conférence, le dossier à la main, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Nolan Rich était assis à la place d'honneur, à côté d'Esther Conklin, David Short, Rebecca Turner et Marlon Case. Carline était déjà là, assise de l'autre côté de la table, le dos droit, le visage calme, mais je voyais ses doigts tambouriner nerveusement sur la table. Bonjour, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Stella, a commencé Nolan, c'est toi qui as convoqué cette réunion. J'espère que tu as de bonnes raisons. Nous avons tous un emploi du temps chargé. J'ai ouvert le dossier, j'ai pris le premier document et je l'ai posé sur la table devant moi.
J'ai des preuves que la nouvelle PDG de la société a détourné 2 millions de dollars au cours des 8 derniers mois. Le silence était si pesant qu'on pouvait entendre quelqu'un ouvrir la porte à l'étage inférieur. Carline a éclaté de rire, un rire bref et sec. Tu es folle, a-t-elle dit en me regardant, complètement folle. J'ai des preuves, répondis-je calmement, et je commençai à étaler les papiers sur la table l'un après l'autre. Des ordres de paiement au nom du cabinet de conseil Meridian Advisory Group. Le montant total des virements s'élève à 1 983 000 dollars pour 8 mois. Chaque document est signé par Gavin Morley, analyste financier senior. Mais l'initiatrice des paiements est Carlin Graves. C'est absurde, dit Carline en croisant les bras sur sa poitrine. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. Je suis passé au document suivant. Meridian Advisory Group est enregistré au nom de Jenny Cross, ou plus précisément Jenny Rulms, ta meilleure amie à l'université. J'ai montré le certificat d'enregistrement de la société. Jenny recevait de l'argent pour des services de conseil qui n'ont jamais existé. Pas de rapport, pas de réunion, pas de présentation, juste des virements bancaires une fois par mois. Esther Conklin a pris l'un des documents et l'a examiné attentivement. Marlon s'est penché en avant, le visage grave. Cela s'explique, a dit Carline, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Peut-être que Gavin a agi à mon insu, peut-être qu'il a utilisé mon nom pour ses magouilles. Je souris, je savais qu'elle dirait exactement cela. Alors explique ces emails. Je posai la pile de correspondances imprimées sur la table. Voici une carte postale adressée à Gavin le 4 avril dernier. Transfère encore 250 à Méridian. Si quelqu'un te pose des questions, dis que c'est pour une analyse de marché. Et voici une autre datée du 12 mai. Gavin, je t'ai dit de faire attention à la documentation, pas de traces dans le système interne. Et ma préférée datée du 18 juillet. Jenny a besoin de 300 de plus avant la fin du mois. Fais passer ça pour une consultation sur la stratégie marketing. Carline s'est figée, son visage est devenu blanc. Où as-tu trouvé ça? Gavin Morley m'a donné un accès complet à son courrier électronique, ai-je répondu. Il a tout enregistré au cours des 3 derniers mois car il craignait que tu ne lui fasses pour porter le chapeau. Et il semble qu'il avait raison. Nolan a pris la pile de lettres et a commencé à les parcourir. Son visage se figeait à chaque page. Carline, dit-il lentement, c'est ton adresse email. Mon compte a peut-être été piraté, commença Carline, mais même elle ne croyait pas à ce qu'elle disait. Piraté, répéta froidement Esther Conklin, et le pirate a écrit des lettres dans ton style, en utilisant tes expressions, en mentionnant le prénom de ton ami. Carline resta silencieuse. J'ai également les relevés bancaires de Jenny Roons, ai-je poursuivi. L'argent reçu de Meridian était resté en partie sur son compte et a été en partie transféré vers les comptes de 2 autres sociétés écrans. À partir de là, les traces se perdent dans les paradis fiscaux, mais les montants correspondent au centime près à ceux que Carline a retirés. J'ai posé le dernier document, le schéma détaillé des mouvements d'argent établis par Henry. Marlon Case a sifflé. C'est un travail impressionnant, a-t-il dit en me regardant. Vous avez démêlé tout le dossier. Pas moi, répondis-je. Mon mari, Henri, il est directeur financier. Il l'était, me corrigeai-je, jusqu'à ce que Carline le licencie avant-hier pour lui avoir dit la vérité. Nolan regarda Carline. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Carline resta longtemps silencieuse, puis elle a levé la tête et quelque chose qui ressemblait à de la rage a brillé dans ses yeux. Tu pensais que j'allais te laisser être toujours la meilleure? Elle me regardait droit dans les yeux. Toujours la parfaite Stella, tu sais ce que c'est que de vivre dans l'ombre de sa grande sœur, qui reçoit tous les éloges, tous les contrats, toute l'attention. Je mérite mieux que ça, je méritais cet argent. Tu l'as volé, dis-je doucement. J'ai pris ce qui m'appartenait, s'écria Carline en se levant. Papa t'a tout donné, tout son amour, toute sa confiance, toutes les opportunités. Et moi, le poste de PDG comme lot de consolation, j'avais le droit. La porte de la salle de conférence s'ouvrit soudainement. Tout le monde se retourna. Mon père se tenait sur le seuil, le visage rouge, les yeux écarquillés. Il avait probablement entendu Carline à travers la porte. Que se passe-t-il ici demanda-t-il en entrant. Nolan, pourquoi n'ai-je pas été informé de cette réunion? Bernard, dit Nolan en se levant, nous discutons d'accusations graves contre ta fille, contre Carline. Quelles accusations demanda mon père en s'approchant de la table et en prenant l'un des documents. Il commença à lire. Son visage se figea. Je l'observais, attendant ce qu'il allait dire, attendant qu'il choisisse entre la vérité et sa fille chérie. Papa, dit doucement Carline, ce n'est pas ce que ça semble être. Tais-toi, l'interrompit son père. Il lut encore quelques pages, puis regarda Nolan. C'est une affaire familiale, dit-il, nous la réglerons en privé. Inutile d'en faire un scandale public. Carline rendra l'argent, nous réglerons tout en douceur et... Papa, je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier. Elle a volé 2 millions, 2 millions de dollars à l'entreprise. Ce n'est pas une affaire familiale, c'est un crime. Stello, ne t'en mêle pas, dit sèchement mon père. Je m'en occuperai. Non, Bernard, intervint Nolan Rich d'une voix glaciale. Tu ne t'en occuperas pas, parce que ce n'est plus ta décision. Mon père se tourna vers lui. Que veux-tu dire? Je veux dire. Nolan croisa les bras sur sa poitrine. Que nous nous fichons de vos relations familiales. Cette entreprise doit gagner de l'argent, pas servir vos drames émotionnels. Tu as pris ta retraite, tu n'as plus ton mot à dire dans les décisions de gestion. Le conseil d'administration, lui, l'a. Nolan, commença le père, mais Esther l'interrompit. Bernard, nous avons travaillé avec toi pendant 30 ans, dit-elle. Nous te respectons.
Mais nous ne laisserons pas la loyauté familiale détruire l'entreprise que nous avons bâtie ensemble. Carline a volé de l'argent, c'est un fait, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Son père resta debout, la regardant, puis regardant Nolan, puis les autres membres du conseil. Tous le regardaient fixement, sans compassion. Vous, balbutia-t-il, incapable de trouver les mots. Vous êtes tous contre moi? Nous ne sommes pas contre toi, dit David Short. Nous sommes pour l'entreprise. Mon père resta silencieux, puis il s'assit lentement sur une chaise. Nolan retourna à la table. Le conseil vote, dit-il, qui est en faveur de la destitution de Carlin Graves de son poste de PDG. Les 5 membres levèrent la main. À l'unanimité, constata Nolan. Carlin, tu n'es plus PDG de cette société. Carlin resta immobile, puis elle se rassit lentement sur sa chaise. Il y a 2 options, poursuivit Nolan. La première, nous transmettons tous les documents à la police et tu es traduite en justice. La deuxième, tu signes un accord de confidentialité, tu restitues tout l'argent dans les 30 jours et tu ne travailles plus jamais dans cette entreprise, sans affaire pénale, sans scandale, mais aussi sans droit d'intenter une action en justice contre nous. Et Gavin Morley demanda Carline à voix basse. Il est également licencié, répondit Nolan. Ah, mais il a coopéré avec l'enquête, donc il n'y aura aucune poursuite contre lui s'il signe le même accord. Carline regardait la table, puis elle leva la tête et me regarda. Tu as gagné, dit-elle froidement. Mais tu as perdu ta famille. Je ne répondis pas. Esther posa 2 exemplaires de l'accord sur la table. Signé, dit-elle, ou nous appelons la police immédiatement. Carline prit un stylo, elle signa les 2 exemplaires sans les lire. Puis elle se leva, prit son sac et quitta la pièce sans se retourner. Mon père se leva également. Il m'a lancé un regard plein de déception et de douleur, puis il l'a suivi. Je suis restée assise. Stello, a dit Nolan, nous avons besoin d'un nouveau directeur général. Temporaire jusqu'à ce que nous trouvions un PDG permanent. Je l'ai regardé. Je veux que ce soit toi, a-t-il ajouté. Je ne sais pas, ai-je répondu. Réfléchis-y, a dit Marlon. Tu as l'expérience, les résultats, le respect des employés. Tu es ce qu'est la personne qu'il nous faut. Donnez-moi un jour pour réfléchir, ai-je demandé. Ils ont acquiescé, je suis sortie du bâtiment à 2 heures de l'après-midi, je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Henri m'attendait dans la cuisine. Alors, m'a-t-il demandé quand je suis entrée. Elle est licenciée, ai-je dit doucement. Et mon père l'a suivie. Henri m'a prise dans ses bras, je me tenais dans ses bras et je ne ressentais rien, ni soulagement, ni triomphe, juste de la fatigue. Le soir, je me tenais près de la fenêtre de notre salon, regardant la ville la nuit. Les lumières des maisons scintillaient en bas, les voitures roulaient dans les rues, les gens vivaient leur vie. Et je me tenais là, pensant que je venais de détruire ma famille. Le téléphone a sonné, j'ai regardé l'écran, c'était ma mère. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, j'ai reçu un message. Je ne sais pas comment tu as pu faire ça à ta sœur. Papa ne parle pas. Carline pleure. Tu as détruit notre famille. J'ai lu le message, posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai pleuré pour de vrai, bruyamment, sans retenue. Henri s'est approché, m'a enlacé par derrière et nous sommes restés ainsi longtemps à regarder la nuit jusqu'à ce que je cesse de trembler. Et maintenant, ai-je murmuré. C'est toi qui décides maintenant, a-t-il répondu. PDG ou pas, famille ou pas. Mais quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. J'ai acquiescé en essuyant mes larmes, et derrière la fenêtre, la ville continuait de vivre, indifférente à mes tourments, à mes décisions, à tout ce que je venais de vivre. J'ai pris ma décision le lendemain matin. Je me suis réveillée à 6 heures, j'ai regardé Henri qui dormait à côté de moi, et j'ai compris que je ne pouvais pas refuser le poste de PDG. Pas après tout ce que j'avais traversé, pas après avoir prouvé ma valeur. Si je refusais maintenant, cela signifierait que Carline avait finalement gagné, qu'elle avait détruit ma confiance, ma foi en moi. À 8 heures du matin, j'ai appelé Nolan. J'accepte, ai-je dit. Je serai PDG par intérim. Parfait, a-t-il répondu. Viens à 10 heures. Nous ferons l'annonce officielle. Quand je suis arrivée au bureau, tout le monde était déjà au courant. Les rumeurs se sont répandues plus vite que n'importe quel mémo officiel. Martha, de la comptabilité, m'a salué dans le couloir. Thomas, de la production, m'a serré la main. Même Madame Crabtree, qui restait généralement neutre dans toutes les guerres d'entreprise, m'a souri. Enfin, quelqu'un de normal à la tête de l'entreprise, a-t-elle murmuré. Nolan a réuni tous les chefs de service à 11 heures. Il a annoncé ma nomination. Personne ne s'y est opposé, au contraire, la plupart semblaient insatisfaits. Stella a prouvé sa compétence au fil des ans, a déclaré Nolan. Et je suis sûre que l'entreprise est entre de bonnes mains. La première semaine a été folle. Je travaillais 14 heures par jour, examinant les contrats, rencontrant les clients, stabilisant les départements que Carline avait déstabilisés au cours de ces 2 semaines de règne. Henri a repris son poste de directeur financier, le conseil ayant voté à l'unanimité en faveur de sa réintégration. Travis Lancaster a retiré sa lettre de démission. Les autres avocats de mon département ont redoublé d'efforts, comme s'ils voulaient prouver que nous maintenions vraiment l'entreprise à flot. Mes parents n'ont pas appelé, je ne les ai pas appelés non plus. Au bout de 2 semaines, ma mère m'a envoyé un court message. Carline a rendu l'argent, elle part à Chicago, chez son amie Lindsay, elle dit qu'elle ne veut plus vivre dans cette ville, papa ne parle toujours à personne. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu, je ne savais pas quoi dire. Désolée d'avoir empêché ma sœur de voler, désolée d'avoir été meilleure qu'elle, désolée d'avoir refusé de me laisser détruire, mais un mois plus tard, lorsque la douleur s'est un peu atténuée, j'ai quand même écrit à ma mère. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais juste protéger ce que j'avais construit, j'espère qu'un jour tu comprendras.
Elle n'a pas répondu. 3 mois plus tard, le conseil d'administration s'est réuni pour décider de mon avenir. Nolan a annoncé les résultats. Les bénéfices de l'entreprise avaient augmenté de 8%, nous avions attiré 2 nouveaux clients importants et l'ambiance au sein de l'équipe s'était stabilisée. Stello, a-t-il dit, le conseil souhaite vous proposer un poste permanent de PDG. Je les ai tous regardés. Nolan, Esther, David, Rebecca, Marlon, ils me regardaient tous avec impatience. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je répondu. Henri m'a regardé avec surprise lorsque je lui en ai parlé le soir même. C'est ce que tu voulais, a-t-il dit. Pourquoi hésites-tu? Parce que je ne suis pas sûre de vouloir consacrer toute ma vie à une entreprise qui m'a coûté ma famille, ai-je répondu doucement. Même si c'est mon père qui l'a créée, il y a peut-être quelque chose de plus important. Peut-être est-il temps de changer nos priorités. Il a souri. Comme quoi, par exemple, comme déménager dans une autre ville, commencer quelque chose de nouveau, ensemble, nous avons discuté jusqu'à minuit. Nous avons discuté des options, des rêves, des peurs. Henri a avoué qu'il en avait aussi assez des intrigues d'entreprise, qu'il aimerait essayer quelque chose de nouveau, peut-être ouvrir un cabinet de conseil. Et si je démissionnais de mon poste de PDG, ai-je dit, je pourrais travailler comme avocate indépendante, choisir mes clients, avoir des horaires flexibles. Et peut-être du temps pour un enfant a demandé Henri à voix basse. Je l'ai regardé, nous n'en avions jamais parlé ouvertement, nous remettions toujours cela à plus tard, quand nous aurions le temps. Peut-être, ai-je répondu en souriant. Le lendemain matin, j'ai appelé Nolan. Je démissionne de mon poste de PDG, ai-je dit, mais je reste à la tête du service juridique pendant un an et si nécessaire, je peux assumer les fonctions de PDG pendant cette période. Cela vous laissera le temps de me trouver un remplaçant et de me permettre de transmettre toutes mes affaires. Ensuite, je partirai. Nolan resta silencieux pendant une minute. Tu es sûr? Absolument. J'ai longuement réfléchi et j'ai décidé que je n'étais ni une sœur ni un père. C'est dommage de te perdre, dit-il. Mais je comprends, parfois il faut choisir sa vie plutôt que son travail et il n'y a pas de quoi s'excuser. Un an plus tard, Henri et moi avons déménagé à Portland. Il a ouvert un petit cabinet de conseil, je travaillais comme avocate indépendante, n'acceptant que les affaires qui m'intéressaient. Je gagnais moins bien ma vie qu'avant, mais cela suffisait, compte tenu de la prime de départ versée par l'entreprise. Et surtout, nous avions du temps l'un pour l'autre. Du temps pour nous promener dans le parc, pour dîner sans être interrompus par des appels professionnels, pour parler d'autre chose que des rapports trimestriels. Mes parents ne m'ont jamais vraiment pardonné. Ma mère m'appelait parfois pendant les fêtes, brièvement, de manière formelle. Mon père, jamais. Je n'ai plus revu Carline, j'ai seulement entendu dire qu'elle s'était mariée à Chicago avec un homme d'affaires et qu'elle tenait désormais un blog sur les modes de vie sains. Ironie du sort. Mais le plus étonnant s'est produit un an et demi après notre déménagement. J'étais enceinte de 5 mois lorsque ma mère est venue nous rendre visite à l'improviste. Elle est restée sur le seuil, a regardé mon ventre et s'est mise à pleurer. Tu m'as manqué, m'a-t-elle murmuré. Tu m'as tellement manqué. Nous nous sommes assises dans la cuisine, avons bu du thé et elle m'a parlé de mon père, du fait qu'il avait vieilli, qu'il était devenu plus calme, qu'il sortait moins souvent de la maison. Elle m'a parlé de Carline, qui était également enceinte et attendait un enfant. Elle est différente maintenant, a dit ma mère. C'est comme si elle avait compris quelque chose d'important. Maman, dis-je doucement, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Carline volait, elle voulait me détruire. C'était un fait, je ne pouvais pas simplement fermer les yeux là-dessus. Je sais, acquiesça ma mère, et je ne t'en veux plus, c'est juste difficile d'accepter que tes enfants puissent se détester autant. Nous ne nous détestions pas, répondis-je. Nous étions simplement trop différentes, et nous voulions des choses différentes. Maman est partie 2 jours plus tard. Mais avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré. Sois heureuse, Stella, tu le mérites. Et pardonne-moi pour ce qui s'est passé aujourd'hui, assise sur la terrasse de notre petite maison à Portland, en regardant le jardin que Henri et moi avons cultivé pendant 2 ans. Je repense à cette fête du 23 novembre. Je repense à la façon dont Carline m'a licenciée devant tout le monde. Je repense à la façon dont j'ai posé mon badge sur la table et suis partie. Parfois, je me demande que se serait-il passé si j'avais simplement accepté la situation, si je n'avais pas convoqué le conseil, si je n'avais pas révélé le stratagème, si je n'avais pas tout détruit. Peut-être que ma famille serait restée unie, peut-être que mon père me parlerait encore, peut-être que Carline continuerait à voler jusqu'à détruire complètement l'entreprise. Mais j'ai fait un choix, et je vis avec. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours sans douleur, mais c'est honnête. Henri sort sur la véranda avec 2 tasses de café, il s'assoit à côté de moi et m'embrasse sur la tempe. À quoi penses-tu me demande-t-il. Au fait que parfois gagner ressemble à perdre, lui réponds-je. Mais perdre peut être la meilleure chose qui te soit arrivée. Il sourit et me prend la main, et je regarde le coucher de soleil sur Portland et je comprends, je suis à ma place, enfin.